Des maths à Degemermat, mes chers auditeurs, je suis le Marvailleur, et avec un peu de retard, toutes mes excuses, je vais vous conter la légende du fils du marchand et du magicien. Cette fois, nous allons partir en Orient sur les traces de Nédélec, c'est-à-dire Noël en breton, et nous allons suivre ses mystérieuses et lointaines aventures. Il y avait autrefois dans les pays du côté du soleil levant un marchand très riche qui n'avait qu'un fils. Comme il se faisait vieux, il dit un jour à ce fils qui avait environ 20 ans et qui s'appelait Nédélec. Mon enfant, tu vois que mes cheveux sont blancs comme la neige, et le moment est venu pour moi de me reposer. J'ai travaillé toute ma vie, et si tu veux m'en croire, tu travailleras aussi comme moi, et tu seras heureux. Tu es arrivé à un âge où je puis avoir confiance en toi, et je veux te confier une somme d'argent pour aller voyager dans les pays étrangers et y apprendre le commerce. Lorsque tu auras doublé cette somme, tu reviendras à la maison, et alors je te céderai tout ce que je possède, car je n'ai pas d'autre enfant que toi. Nédélec était fort impatient de jouir de sa liberté et de pouvoir disposer d'un peu d'argent. Il loua fort la résolution de son père et lui promit de s'appliquer de tout son pouvoir à le contenter. Le vieillard lui donna donc une assez forte somme, en lui recommandant d'en faire le meilleur emploi, et il partit. Il s'embarqua sur un navire qui le transporta dans un pays lointain. Mais hélas, oubliant les sages recommandations de son père, il se laissa entraîner au plaisir de son âge, et il eut bientôt dépensé au jeu et avec les femmes tout l'argent qu'il avait emporté de la maison. Le voilà bien embarrassé de savoir que faire, car il ne pouvait même pas retourner au pays, faute d'argent. L'idée lui vint alors d'appeler le diable à son aide et de lui vendre son âme pour avoir de l'argent. Il se rendit donc une nuit dans un carrefour, et là il invoqua le diable, car il avait entendu dire que c'était comme cela que ça se pratiquait. Mais il eut beau appeler l'esprit du mal à plusieurs reprises, et avec toutes les formalités usitées, personne ne vint. Il s'en retourna désespéré. Comme il était seul dans sa chambre, jurant, blasphémant et pleurant de rage, un vieillard, à la barbe blanche, venu il ne savait comment, lui apparut soudain et lui dit Tu te fais bien du vacarme. Que t'est-il donc arrivé pour te désoler ainsi ? Il me faut de l'argent à tout prix. Si je trouvais quelqu'un qui fût prêt à me prêter 1 million, je l'accepterais à telle condition qu'il lui plairait, et quand ce serait le diable lui-même. Eh bien, calme-toi, tout peut s'arranger. Promets-moi seulement de venir chez moi, dans mon château, au bout d'1 an et 1 jour, et je te donnerai l'argent qu'il te faut. Oui, je vous le promets. Et tu le signerais de ton sang ? Je le signerai de mon sang. Le vieillard lui compta l'argent sur-le-champ, puis il lui présenta un parchemin à signer. Nédélec se piqua une veine du bras, trempa sa plume et signa sans hésiter. Le vieillard reprit le parchemin signé, le remit dans sa poche, puis il partit en disant à Nédélec « Au revoir dans 1 an et 1 jour, et n'oublie pas, car je n'oublierai pas, moi. » Mais où demeurez-vous et quel chemin prendrai-je pour me rendre à votre château ? Tu n'auras qu'à te mettre en route quand le temps sera venu, n'importe quand, dans n'importe quelle direction, et sans t'inquiéter du reste. Nédélec retourna alors dans son pays avec son argent. La première question de son père, en le revoyant, fut évidemment « Eh bien, mon fils, as-tu fait de bonnes affaires ?»« Oui, mon père, répondit-il. »« Ouvre-moi ton trésor, que je le voie. » Nédélec ouvrit son trésor, et quand le vieillard le vit rempli d'or, il en pleura de joie, embrassa son fils avec transport, et lui abandonna dès ce moment la direction de son commerce et de toutes ses affaires. Il s'en occupa avec sérieux et avec goût, et tout lui réussissait à souhait.
Cependant, il ne paraissait pas heureux, et plus le terme fatal approchait, plus il devenait triste et soucieux. Son père l'avait souvent interrogé à ce sujet, et il lui répondait constamment qu'il n'y avait aucun sujet d'être triste, qu'il ne fallait pas y faire attention, et quand fut arrivé le jour fatal, il prétexta un voyage pour son commerce et partit en remettant à son père la direction de ses affaires pendant son absence, et l'assurant du reste qu'il n'avait à s'inquiéter de rien et que tout allait bien. Il prit au hasard la première route qui s'offrit à lui. Il rencontra bien vite une vieille femme s'appuyant sur un bâton, et qui, le voyant si triste, lui demanda « Mais pourquoi donc êtes-vous si triste, mon fils, et où allez donc de la sorte ?»« Où je vais, grand-mère ? Je n'en sais ma foi rien, et quant à ce qui est d'être triste, ce n'est pas sans raison. »« Contez-moi cela, mon fils, peut-être puis-je vous être utile. » Et il lui conta tout. « Eh bien, mon fils, répondit la vieille, prenez courage, tout espoir n'est pas perdu. Et quoique vous ayez affaire au plus habile magicien qui existe peut-être, je vous arracherai d'entre ses griffes, si vous faites bien exactement ce que je vais vous dire. » Et lui présentant une paire de gants, « Voici des gants que je vous donne. Tant qu'ils seront en votre possession, vous n'aurez rien à craindre ni du magicien ni de nul autre. Mais prenez bien garde de vous les laisser dérober, ou vous êtes perdu. Tenez-les sur vos mains le plus longtemps possible. Quand vous vous mettrez à table pour manger, déposez-les sur votre siège et asseyez-vous dessus. Quand vous entrerez au lit, mettez-les sous votre oreiller et surtout ne les confiez jamais à personne. En poursuivant votre route, vous arriverez sans tarder au bord d'un grand étang. Cachez-vous bien parmi les buissons, et bientôt vous verrez 3 princesses d'une beauté merveilleuse venir s'y baigner. Toutes les 3 sont bien belles, mais la plus jeune est la plus belle. Ce sont les filles du magicien à qui vous vous êtes vendu pour avoir de l'argent. Elles se déshabilleront sans méfiance, ne vous sachant pas là, déposeront leurs vêtements sur le bord de l'étang et entreront dans l'eau. Quoi que vous voyiez, gardez-vous bien de faire le moindre mouvement ou le moindre bruit. Quand elles seront dans l'eau, sortez promptement de votre cachette et saisissez les vêtements de la plus jeune. Dès qu'elles vous apercevront, elles jetteront des cris d'effroi et chercheront leur peau de plume pour s'habiller. La plus jeune, voyant la sienne entre vos mains, vous priera instamment de la lui rendre. Et ses sœurs joindront leurs prières aux siennes. Mais ne vous en dessaisissez que lorsqu'elle vous aura donné un baiser avec la promesse de vous épouser. Alors elles s'élèveront en l'air pour se rendre au château de leur père, qui n'est pas loin de là. Vous marcherez vous aussi dans la même direction. Et si vous faites exactement et de point en point ce que je vous ai recommandé, tout ira bien. » Nédélec remercia vivement la vieille femme et poursuivit sa route. Il ne tarda pas à arriver au bord d'un grand étang comme elle le lui avait dit. Le soleil était radieux et brûlant, et il alla se cacher dans un buisson touffu au bord de l'eau. Bientôt le soleil s'obscurcit, et il regarda en l'air et vit 3 grands oiseaux qui venaient du côté du soleil, et qui s'abattirent au bord de l'étang. Grand fut son étonnement de les voir quitter leurs ailes et leurs plumes et paraître sous la forme de 3 jeunes filles, si belles, qu'il en eut toutes les peines du monde à se contenir et à ne pas pousser un cri d'admiration. Puis elles entrèrent dans l'eau et se mirent à nager et jouer avec l'eau. Alors Nédélec sortit précipitamment de sa cachette, et il se saisit des habits de la plus jeune. Quand elles l'aperçurent, les 3 sœurs poussèrent des cris d'alarme, et sortirent de l'eau pour se vêtir et s'envoler. Les 2 aînées trouvèrent bien leurs habits et furent prêtes en un clin d'œil, mais la plus jeune, voyant les siens entre les mains de Nédélec, se mit à le poursuivre en criant « Rendez-moi mes habits! Rendez-moi mes habits !»« Oui, si vous voulez bien m'embrasser et me promettre de m'épouser, » lui répondit Nédélec. « Non, je ne veux ni vous embrasser, ni vous épouser, mais rendez-moi mes habits, je vous prie, pour que je retourne à la maison avec mes sœurs. » Et elle pleurait en disant cela. « Bah, lui dirent alors ses sœurs, promets-lui ce qu'il te demande, car notre père sera bien en colère si tu retournes à la maison sans tes vêtements. » Et elle se laissa embrasser par Nédélec et lui promit de l'épouser. Celui-ci lui rendit alors ses habits et elle les revêtit promptement. Les 3 sœurs s'élevèrent aussitôt en l'air et partirent.
Nédélec marcha aussi dans la direction qu'elles avaient prise, et il ne tarda pas à apercevoir un beau château sur une hauteur. C'est sans doute là qu'elle demeure, se dit-il. Il arriva au château, sans obstacle, en trouva la porte ouverte et entra hardiment. Il vit dans la cour un vieillard à barbe blanche, qu'il reconnut aussitôt comme étant celui qui lui avait procuré de l'argent et envers lequel il s'était engagé. « Ah, te voilà, lui dit le vieillard dès qu'il l'aperçut. Tu es exact et tu fais bien de l'être, car j'aurais bien su te trouver, en quelque lieu que tu te fusses caché. Entre dans mon château, mes filles sont de retour du bain. Nous allons souper dans un moment. » Nédélec entra dans le château accompagné du vieux magicien, et la cloche du souper sonna presque aussitôt. Il soupa avec le maître du château et ses 3 filles. Celles-ci, qui ne voyaient jamais d'autre homme que leur père dans ce château, ne levèrent pas les yeux de dessus lui pendant tout le repas. Elles l'aimaient déjà, toutes les 3, et les 2 aînées étaient jalouses de leur jeune sœur, qu'il avait demandée pour épouse auprès de l'étang. Avant de se mettre à table, il avait ôté ses gants et les avait déposés sur son siège, puis il s'était assis dessus. Le vieux magicien l'avait bien remarqué, mais il n'en dit rien. Il passa la nuit dans un lit de plumes, dans une belle chambre, et dormit fort bien, car il était fatigué. Le lendemain, il passa la journée à se promener dans le jardin du château, qui était rempli de belles fleurs et de fruits délicieux de toutes sortes. Et il dîna et soupa comme la veille avec le vieux magicien et ses filles, et celles-ci le regardaient de plus en plus. Tous les jours, vers midi, elle s'élevait en l'air par-dessus le château et allait se baigner dans l'étang. Il avait toujours soin de s'asseoir sur ses gants quand il se mettait à table, et de les placer sous son oreiller quand il entrait au lit, et il avait remarqué que cela semblait déplaire au vieillard. Le 3e jour se passa comme les 2 premiers, mais le magicien lui demanda, en le voyant ôter encore ses gants et s'asseoir dessus. « Dites-moi donc pourquoi, au lieu de mettre vos gants dans votre poche, ou de les déposer sur la table à côté de vous, comme tout le monde, vous les mettez sur votre siège et vous asseyez dessus. Personne ici ne vous volera vos gants. Ces gants sont un présent de ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, et, de peur de les perdre, j'ai pris l'habitude de m'asseoir dessus quand je me mets à table. C'est une affaire d'habitude, rien de plus, et je vous prie de m'excuser. » Le 4e jour, après le déjeuner, le magicien dit à Nédélec : « Or ça, mon garçon, ce n'est pas tout de manger, de boire, de te promener toute la journée dans mes jardins, puis de coucher dans un bon lit. Je t'ai fait venir ici pour autre chose, et il est temps que tu te mettes à l'ouvrage. »« Je ne demande pas mieux que de travailler, » répondit Nédélec, car en effet il commençait à s'ennuyer de ne rien faire. « Eh bien, prends cette cognée, » et il lui donna une cognée de bois, « et suis-moi, je vais te montrer de l'ouvrage à faire. » Et le magicien le conduisit à l'entrée d'un bois, à quelque distance du château, puis il lui parla ainsi. « Voici un bois de 500 hectares. Il y a du bois de toute nature, et il faut que tu aies tout abattu pour le coucher du soleil, aujourd'hui même. Sinon, malheur rouge à toi. » Ayant dit, le vieillard s'en alla, laissant Nédélec tout étonné et tout déconcerté. « Ce bonhomme est fou, se dit-il, ou il se moque de moi, et me donnait encore une cognée de bois. » Il s'assit au pied d'un vieux chêne, regardant comme parfaitement inutile de se mettre à l'œuvre, et fort inquiet de ce qui devait en résulter. Quand l'heure du repas fut venue, le magicien, qui avait bien remarqué la manière dont ses filles regardaient son hôte, leur demanda : « Laquelle de vous, mes filles, veut aller porter à manger à l'homme qui travaille dans le bois ? »« Moi, mon père !» s'écria aussitôt l'aîné. « Non, 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 répondit le vieillard, ce ne sera pas vous. »« Moi, j'irai, si vous voulez, mon père, dit alors la puinée. »« Non, ma fille, ce ne sera pas davantage vous. »« Ni moi non plus, dit la plus jeune. »« Ce sera précisément vous, ma fille, répondit le père. On lui donna de la soupe dans une écuelle, puis un peu de viande, et elle se dirigea vers le bois,
feignant d'être triste et mécontente, bien qu'au fond, elle fût bien heureuse. En trouvant Nédélec assis au pied d'un chêne triste et pensif, elle lui dit « Mon père m'envoie vous apporter à manger. Mais comment? Vous n'avez pas encore commencé à travailler. Mais songez donc qu'il n'y a que la mort pour vous si tous ces arbres ne sont pas à terre pour le coucher du soleil. » Alors je mourrai sûrement, car ni moi ni aucun autre homme n'est capable d'exécuter un pareil travail. Il faut que votre père soit fou et me donner encore une cognée de bois. Me promettez-vous d'être maître toujours fidèle? Et je vous aiderai? Oui, oui, je vous aime, et je vous serai fidèle jusqu'à la mort. Alors la jeune fille prononça quelques paroles magiques qu'elle avait apprises dans les livres de son père, et touchant de la main un grand chêne, elle dit « Tombez, tombez, tombez !» Et aussitôt l'arbre qu'elle avait touché tomba sur l'arbre le plus voisin, celui-ci tomba sur un autre, cet autre sur un quatrième, et ainsi de suite, comme des dominos, de telle sorte que, en peu de temps, tous les arbres de la forêt furent à terre. À présent, dit alors la jeune fille, déchire un peu tes habits et souille-les de terre, déchire un peu tes mains aussi comme un homme qui aurait rudement travaillé, afin que mon père croie que c'est toi qui as tout fait. Et quand il viendra tantôt au coucher du soleil, garde-toi bien, surtout, de lui dire que c'est moi qui ai fait l'ouvrage. La fille du magicien s'en alla alors. Nédélec mit ses habits en lambeaux, les souilla de terre, s'écorcha un peu les mains, puis il s'assit sur un tronc d'arbre et attendit tranquillement. Au coucher du soleil, le vieux magicien arriva, et, voyant toute sa forêt à bas, il entra dans une grande colère. « Comment, malheureux !» s'écria-t-il. « Tu as jeté toute ma forêt à bas !»« Ne m'aviez-vous pas commandé de le faire ?» répondit Nédélec. « Détruire une semblable forêt qui me fournissait du bois et du gibier à discrétion. Mais ce n'est pas toi qui as fait cela, tu as été aidé. »« Ce n'est pas moi, croyez-vous? Regardez donc mes habits et mes mains. » Et il lui montra ses habits en lambeaux et ses mains ensanglantées. « Eh bien, n'importe. Allons dîner. Et demain, je saurai te trouver un autre travail dont tu ne te tireras pas aussi bien, peut-être. » Nédélec remit alors ses gants, plaça sa cognée de bois sur son épaule, et ils se dirigèrent tous les deux en silence vers le château. Nédélec, en se mettant à table, déposa comme toujours ses gants sur son siège et s'assit dessus. Le vieillard, qui n'était pas de bonne humeur, lui dit « Il n'est pas convenable d'agir de la sorte chez moi, comme si vous craigniez d'être volé. » « Excusez-moi, répondit Nédélec. « Je vous ai déjà dit que c'était une vieille habitude, et je ne pourrai jamais m'en corriger, je le crains bien. » Le lendemain matin, après déjeuner, le magicien donna une pioche de bois à Nédélec et lui dit de le suivre, pour qu'il lui montrât son travail de la journée. Il le conduisit devant une haute tour. Cette tour s'appelait la tour d'Auvergne. Elle portait sur son faîte une espèce de miroir qui éclairait, comme un autre soleil, à plusieurs lieues à la ronde, du côté où on le tournait, même par les nuits les plus obscures. C'était une merveille qui n'avait pas sa pareille au monde, et qui faisait le bonheur et l'orgueil du vieux magicien. Lui seul pouvait monter sur la tour, et il y allait tous les jours. Il dit à Nédélec, « Tu vois cette haute tour qui est sur le sommet de la montagne ? Eh bien, il y a sur cette tour un miroir merveilleux qui éclaire dans les nuits les plus obscures. Et il faut que tu l'y ailles chercher et me l'apporter. Et ce n'est pas tout. Il te faudra transporter loin d'ici et la tour et la montagne, parce qu'elles empêchent le soleil d'arriver sur mon château. Et que ce soit fait pour le coucher du soleil ce soir. »« Et si je le fais, que me donnerez-vous » demanda Nédélec. « Oh, si tu le fais, je te donnerai celle que tu préféreras de mes 3 filles, mais si tu ne le fais pas, il n'y a que le malheur rouge pour toi. » Le magicien s'en alla alors, rassuré et croyant tenir son homme. Nédélec s'assit sur le gazon, au pied de la montagne, fort inquiet, vous pouvez le croire, et se disant qu'il était perdu, si on ne venait à son aide comme la veille. Quand l'heure du repas fut venue, le magicien demanda encore à ses filles
Qui veut aller porter à manger à l'homme qui travaille là-bas à battre la tour et la montagne? Moi, s'écrièrent aussitôt les deux aînés. Moi, j'ai été hier, et je pense bien que vous ne m'enverrez pas encore aujourd'hui, répondit la plus jeune. Ce sera donc précisément vous qui irez encore aujourd'hui, ma fille, lui dit son père. Comme la veille, elle prit donc une écuelle pleine de soupe et un peu de viande et partit, en faisant mine de pleurer, quoiqu'elle fût bien contente, vous imaginez bien. Comment dit-elle à Nédélec en le trouvant assis au pied de la montagne et fort triste. Et votre travail, pensez-vous qu'il se fera de lui-même? Je sais bien, répondit-il, qu'il est inutile que je songe à faire de moi-même ce que me demande votre père, et si vous ne venez pas encore à mon secours, je suis perdu. Me promettez-vous de m'être toujours fidèle? Oui, je jure de vous être fidèle jusqu'à la mort. Eh bien, voici ce qu'il vous faudra faire. À présent, vous allez me tuer. Pardon? Quoi? Vous tuer? Oui, me tuer. Il le faut absolument pour réussir. Quand je serai morte, vous brûlerez mon corps sur un bûcher, à l'exception du petit orteil de mon pied gauche que vous couperez et ne mettrez pas dans le feu. Lorsque mon corps sera consumé, vous rassemblerez soigneusement tous mes os et vous en ferez une échelle pour monter au sommet de la tour. Vous en descendrez le miroir magique, puis vous déferez l'échelle, et avec l'os de ma cuisse droite, vous frapperez 3 coups sur la montagne, en disant à chaque fois « Montagne, va-t'en loin d'ici !» Et aussitôt la montagne et la tour disparaîtront et s'en iront bien loin, à travers l'air. Quand ce sera fait, vous m'en mettrez tous mes os, sans en oublier un seul, à l'exception du petit orteil de mon pied gauche. Vous les mettrez tous en un tas sur les cendres du bûcher, et vous verserez dessus le contenu de cette fiole. Elle lui donna une petite fiole qui contenait de l'eau. Aussitôt, chaque os reprendra sa place, ils se recouvriront de chair, je reviendrai à la vie comme si rien ne m'était arrivé. Il ne me manquera que le petit orteil de mon pied gauche, et vous saurez pourquoi plus tard. Si vous faites exactement tout ce que je viens de vous dire, tout ira bien. Sinon, nous serons perdus tous les deux. Nédélec, donc, obéit en tout point à ce que la jeune fille lui avait ordonné, quoiqu'à contre-cœur, car il l'aimait et craignait de ne pas la voir ressusciter comme elle lui promettait. Il rassembla ses os, construisit avec eux une échelle, et grâce à elle, il put atteindre le sommet de la tour, et en descendit le miroir magique. Puis, revenu au bas de la montagne, il défit l'échelle, frappant la terre de l'os de la cuisse droite par 3 fois, il dit à chaque fois « Montagne, allez-vous-en loin d'ici !» Au 3e coup, la montagne s'ébranla, puis, s'élevant en l'air, elle s'en alla avec la tour. Nédélec mit alors tous les os en un tas sur les cendres du bûcher, et vida dessus la fiole d'eau de vie que la jeune fille lui avait donnée. Aussitôt, les os se mirent en mouvement, chacun prit sa place, se revêtit de chair comme devant, et la fille du magicien se releva en se frottant les yeux, comme quelqu'un qui s'éveille. Il ne lui manquait que le petit orteil du pied gauche. « Il est grand temps que je retourne à la maison, dit-elle, et elle partit. Nédélec s'assit sur le gazon à l'ombre d'un buisson et attendit. Au coucher du soleil, le vieux magicien vint, et, voyant que la montagne avait disparu avec la tour, « Malheureux !» s'écria-t-il. « Où est la montagne? Où est la tour? Ne m'aviez-vous pas ordonné de les renverser? J'ai perdu toute ma joie et mon bonheur, mais tu es certainement protégé par quelqu'un de plus puissant que moi. Rappelez-vous que vous m'avez promis la main d'une de vos filles, celle que je préférerais. » Le magicien ne répondit pas, et il se dirigea vers son château, l'air maussade. Nédélec le suivit. Après le souper où l'on dit peu de choses, ce soir-là, Nédélec dit au vieillard. « Vous m'aviez promis, si je réussissais dans mon travail d'aujourd'hui, de me donner la main d'une de vos filles, celle que je préférerais. J'ai exécuté le travail, et je demande ma récompense. Je choisis celle-ci. » Et il prit la main de la plus jeune des 3 filles du magicien. Les 2 autres réclamèrent. Alors leur père dit « Ce n'est pas ainsi que les choses se passeront. Elles vont se rendre toutes les 3 dans une chambre, et on éteindra toutes les lumières.
Vous serez introduit dans la chambre et vous choisirez votre femme dans l'obscurité la plus complète. Allez, mes filles, et faites comme j'ai dit. » Les 3 jeunes filles se levèrent de table pour se rendre dans la chambre obscure. La plus jeune, en passant près de Nédélec, lui dit tout bas « Rappelez-vous, rappelez-vous ce qui manque à mon pied gauche. » Lorsqu'elles furent prêtes, Nédélec fut introduit dans la chambre. Une des jeunes filles se jeta aussitôt dans ses bras. Il lui tâta les pieds. Il n'y manquait rien. Il la repoussa. Une autre se jeta dans ses bras, mais comme l'autre, il ne manquait rien aux pieds, et il la repoussa encore. Il fut longtemps ainsi tâtant des pieds, et il n'y trouvant aucun défaut, car les 2 aînés ne laissaient pas approcher leur jeune sœur, et le magicien, qui était à la porte, commençait de s'impatienter et criait « Dépêche-toi !» Enfin, il sentit un pied sans petit orteil, et s'écria « Celle-ci! C'est celle-ci que je choisis pour femme !» Le magicien ouvrit alors la porte et entra, et voyant qu'il avait choisi la plus jeune, il s'écria « Au malheur! Celle que j'aimais le plus parce qu'elle est la plus savante, et je l'ai instruite dans tous mes secrets. Mais je ne puis aller contre ma parole. » On célébra les noces dès le lendemain. Quand l'heure de se coucher fut venue, le père embrassa sa fille et lui recommanda de faire en sorte de prendre ses gants à son mari pour les lui livrer le lendemain matin. Elle le lui promit. Quand les 2 jeunes époux furent dans leur chambre, le vieillard vint écouter à la porte pour savoir si sa recommandation serait suivie par sa fille. Celle-ci avait eu soin de prévenir Nédélec, et tout était convenu entre eux. Aussi le magicien entend-il bientôt ce dialogue. « Pourquoi mettez-vous ainsi vos gants sous votre oreiller ? » ?»« Pour rien, c'est une ancienne habitude. »« Eh bien, il faudra renoncer à cette habitude-là. Donnez-les-moi. »« Non, laissez-les là, quel mal cela peut-il faire ? » ?»« Je vous dis que je ne veux pas qu'ils restent là. »« Eh bien, je veux qu'ils y restent. »« Eh bien, s'ils y restent, moi, je m'en vais, tout de suite. »« Eh bien, ne vous fâchez pas pour si peu. Très bien, les voilà. »« Tout va bien, » se dit alors le vieux magicien, et il alla se coucher satisfait et croyant tenir les gants. Vers 1 heure du matin, la jeune femme dit à son mari « Nous n'avons pas de temps à perdre ici. Mon père dort à présent et il nous faut partir au plus vite. Nous descendrons dans la cour, à l'aide de nos draps de lit que nous nouerons ensemble. Vous irez alors prendre le meilleur cheval de mon père à l'écurie, et vous lui envelopperez les pieds de foin pour qu'il ne fasse pas de bruit sur le pavé de la cour. J'endormirai, avec un art magique, les valets d'écurie, le portier et 2 dogues, ceux qui gardent la porte, et nous partirons alors, au galop, afin de gagner de l'avance, car dès que mon père s'éveillera, il s'apercevra de notre disparition et se mettra à notre poursuite. Il a 1000 tours et 1000 moyens magiques à sa disposition, mais moi je ne suis pas une sotte et une ignorante non plus, comme je vous l'ai déjà fait voir, et vous pouvez avoir confiance en moi. » Pour abréger, tout se passa de la sorte. Et voilà nos 2 jeunes mariés sortis heureusement du château et galopant à fond de train sur la route. À mesure que le jour approchait, la jeune femme disait de temps en temps à Nédélec qu'elle avait en croupe « Regardez derrière vous, ne voyez-vous rien d'extraordinaire ?» Plusieurs fois elle répondit non, mais enfin il dit « Je vois un nuage bien noir qui s'avance sur nous et d'où il sort de la fumée et des éclairs. C'est ma sœur aînée, que mon père envoie à notre poursuite, et elle est bien courroucée. Parce que vous m'avez préféré à elle, mais ne craignez rien, je n'aurai pas de peine à la jouer celle-là. Notre cheval va être changé en chapelle sur le bord de la route, moi en une sainte dans sa niche, et vous en prêtre à l'autel. Ce qui fut fait aussitôt. Voilà une belle chapelle sur le bord de la route, avec de beaux ornements et une belle sainte dans sa niche, et un prêtre à l'autel disant la messe. La fille aînée du magicien, étonnée de voir tout cela, descendit de son nuage, mais n'osa pas entrer dans la chapelle. Voyant la sainte dans sa niche de loin, elle crut reconnaître sa jeune sœur. Elle avança même la main pour la saisir, mais elle n'osa pas entrer dans la chapelle, à cause du prêtre. S'adressant alors à celui-ci, « Dites-moi, prêtre, n'avez-vous pas vu passer par ici un jeune homme, emportant une jeune femme en croupe sur son cheval ?»« Dominus vobiscum, c'est-à-dire « Le Seigneur soit avec vous », dit le prêtre sans faire attention à sa demande. Il s'impatienta et finit par retourner à la maison. « Comment ?» lui dit son père en la voyant revenir seule. « Tu ne les as donc pas trouvés ?»« Non, j'ai eu beau courir après eux, je n'en ai trouvé aucune trace. »
Hmm. As-tu vu quelque chose d'extraordinaire sur ta route? Eh bien, j'ai vu une jolie chapelle toute neuve, que je ne connaissais pas, et je suis descendu de mon nuage pour la voir. Il y avait là une bien jolie sainte dans sa niche et un prêtre qui disait la messe à l'autel. La sainte ressemblait beaucoup à ma jeune sœur, et j'avais bien envie de porter la main sur elle, mais je n'osais pas à cause du prêtre. Je demandai à celui-ci s'il n'avait pas vu passer un jeune homme emportant une jeune femme en croupe sur son cheval, mais à toutes mes questions il ne répondait que Dominus vobiscum, de sorte que je m'impatientai et m'en retournai à la maison. Sotte, lui répondit son père. C'étaient eux. Le beau cheval avait été changé en chapelle, la sainte que vous avez vue dans la niche était votre sœur, et le prêtre qui officiait à l'autel était son mari. Puis s'adressant à sa seconde fille, partez vite à votre tour, et ne vous y laissez pas prendre comme votre sœur aînée. Et la seconde fille du magicien monta aussitôt sur un nuage, et partit au milieu des éclairs et de la fumée, et en faisant beaucoup de bruit. Regarde derrière toi, ne vois-tu rien d'extraordinaire dit Nédélec à sa femme, et elle répondit, je vois un nuage noir, bien noir, qui s'avance rapidement sur nous, et qui lance du feu d'une manière effrayante. Elle ajouta, c'est ma seconde sœur qui vient à présent parce que tu m'as préférée à elle. Maintenant, notre cheval va se changer en un jardin, vous en une belle fleur dans ce jardin, et moi en un gros bourdon qui voltigera et bourdonnera autour de la fleur pour empêcher de la cueillir. Et tout cela fut fait ainsi sur le champ. La fille du magicien, en passant, aperçut la belle fleur et l'admira, et elle descendit de son nuage pour la cueillir. Mais le bourdon ne cessait de tourner autour de la fleur, et faisant vran, vran, et elle fit de vains efforts pour la chasser. Voyant cela et craignant d'être piquée par l'insecte, elle abandonna aussi la poursuite des fugitifs et s'en retourna à la maison. « Et toi aussi, tu reviens seul !» s'écria le vieux magicien furieux quand il vit que sa seconde fille s'en retournait comme la première. « Oui, vraiment, mon père, je n'ai pu retrouver aucune trace d'eux. »« Et n'as-tu rien remarqué d'extraordinaire sur ta route ?»« Non, vraiment, si ce n'est cependant un jardin que je n'avais jamais vu auparavant, et dans lequel il y avait une fleur si belle que je suis descendu de mon nuage pour la cueillir. Mais il y avait un gros bourdon qui voltigeait et tournait autour de la fleur, en faisant vraon, vraon. Et comme je ne pouvais le chasser, j'ai eu peur d'être piqué, et je m'en suis retourné sans pouvoir cueillir la belle fleur. Hein, tu n'en sais pas plus long que ta sœur aînée, à ce que je vois, et j'ai perdu mon temps à vouloir vous instruire toutes les deux. Votre plus jeune sœur en sait 1000 fois plus que vous. Je vais partir à leur poursuite à mon tour, et on verra bien si je ne les ramène point. Et le vieillard se métamorphosa en un énorme bouledogue, et partit le regard furieux et l'écume à la bouche. « Regarde derrière toi, ne vois-tu rien d'extraordinaire » dit encore Nédélec à sa femme. Et elle répondit avec effroi, « Si, je vois un énorme chien qui vient au grand galop, les yeux brillants comme deux charbons ardents, et la bouche béante et pleine d'écume. Il va nous atteindre. » Elle ajouta, « C'est mon père lui-même qui vient sous cette forme, mais ne crains rien, je vais l'arrêter. » Et elle dit, « Que notre cheval se change en un grand étang entre mon père et nous. » Ce qui fut fait sur le champ. Le bouledogue, ne pouvant plus avancer, se mit à laper l'eau pour épuiser l'étang. « À présent, dit alors sa femme Nédélec, nous n'avons plus rien à craindre, et nous n'avons pas besoin de nous presser, car mon père, en voulant épuiser l'étang, boira tant d'eau qu'il en crèvera. » C'est ce qui arriva en effet, et le vieux magicien avait enfin trouvé plus fin et plus savant que lui dans sa plus jeune fille. Nédélec et sa femme poursuivirent tranquillement leur route, n'ayant plus souci de rien. Ils se trouvèrent dans une grande plaine, bordée d'un côté par une rivière et de l'autre par un grand bois. Et la fille du magicien dit à son mari, « Voici un beau pays, et nous pourrions vivre heureux ici. »« Oui, vraiment, répondit Nédélec. »« Eh bien, je vais y bâtir un beau château, et nous y resterons. » Et, par son art magique, elle sut faire qu'un château magnifique s'éleva dans la plaine, avec de beaux jardins, des pièces d'eau, des meubles et des ornements, de toutes sortes, qu'une grande richesse. Enfin, un vrai plaisir de roi. Rien ne leur manquait là. Nédélec allait tous les jours à la chasse ou à la pêche, et il prenait du gibier et du poisson à discrétion,
et sa femme était toujours jeune, jolie, aimable, et chacun était disposé à faire tout ce que l'autre désirait. Malgré tout cela, il s'ennuya au bout de quelque temps, et désira aller faire un voyage dans son pays pour retrouver son père, ses parents et ses amis. Sa femme tenta de le dissuader d'exécuter ce projet et refusa de le suivre. Ce fut en vain, il fallut le laisser faire à sa tête, et il partit. Elle ne lui fit pas d'autre recommandation que de revenir sans tarder, et de n'embrasser ni se laisser embrasser par aucune femme pendant son absence. Il promit. Son pays n'était pas loin de là, et il y arriva facilement. Son vieux père vivait encore, et il fut on ne peut plus heureux de le revoir. Il donna une fête pour célébrer son retour. En dansant après le repas, comme il avait bu un petit coup de trop, il oublia la recommandation de sa femme et embrassa une jolie cousine qu'il avait. Aussitôt il perdit complètement le souvenir de ce qui lui était arrivé. Il ne se rappelait même plus qu'il était marié. Il resta chez son père, s'amusant avec ses amis, mais ne leur parlant jamais de ses aventures ni de sa femme, et pour une bonne raison, parce qu'il avait tout oublié. Un jour, qu'il était allé seul à la chasse, il se trouva devant le château qu'habitait sa femme et ne le reconnut pas. Il vit sa femme à la fenêtre de la chambre et ne la reconnut pas davantage. Comme il était fatigué et qu'il avait faim, il entra dans le château, où il trouva bon accueil à boire et à manger. Ce fut sa femme elle-même qui le servit, mais bien qu'elle le reconnût bien, elle n'en fit rien paraître. Comme il commençait de se faire tard, elle l'invita à passer la nuit au château, et il accepta facilement. Après le repas du soir, sa femme le conduisit à sa chambre ordinaire, où il y avait 2 lits. Elle coucha dans l'un d'eux, et lui dans l'autre. Il dormit toute la nuit. Puis le lendemain matin, il déjeuna bien, et partit aussitôt après avoir à peine remercié son hôtesse. De retour à la maison, il conta son aventure à 2 amis qu'il avait et qui l'accompagnaient ordinairement à la chasse et ailleurs. Ceux-ci se moquèrent de sa simplicité et le prièrent de le faire connaître où demeurait cette belle châtelaine. Dès le lendemain, il conduisit l'un d'eux devant le château et lui dit « C'est là. Allez demander à vous désaltérer et vous serez reçu, je pense, invité à souper et à coucher comme moi. » L'ami se présenta hardiment au château, et il fut séduit et pris immédiatement par la beauté de la châtelaine. Il fut invité à souper puis à loger, et il se garda bien de refuser. Après le repas, son aimable hôtesse le conduisit à sa chambre à coucher comme elle l'avait fait pour son mari. Mais au moment où il allait se mettre au lit et qu'il se croyait sûr du bonheur qu'il avait rêvé, elle s'écria tout à coup « Ah, mon Dieu, il y a une fenêtre ouverte sur le corridor, et il en vient un vent si frais. Il faut que j'aille la fermer avant d'entrer au lit. » « Restez, je vous prie, je cours la fermer, » s'empressa de dire l'autre. Et il courut en chemise pour fermer la fenêtre. Mais à peine l'eut-il fermée qu'elle s'ouvrit de nouveau, et la fille du magicien, par son art magique, sut le tenir toute la nuit dans le corridor, sans qu'il pût réussir à tenir la fenêtre fermée. Au point du jour seulement, elle lui permit de se retirer tout transi et grelottant de froid. Il ne se vanta pas de sa mésaventure. Vous pouvez le croire, il assura au contraire à Nédélec et avec son autre ami qu'il avait été reçu on ne peut mieux et qu'il avait obtenu de la châtelaine tout ce qu'il désirait. Si l'autre ami, entendant cela, voulut bien tenter l'aventure. Le lendemain donc, il se rendit au château et fut bien accueilli et invité à souper et à coucher, comme les 2 autres, mais au moment de se mettre au lit, la châtelaine dit encore « Il n'y a plus une goutte d'eau dans ma chambre. Il faut que j'aille en chercher au puits avant de me coucher. » Le galant y courut en chemise comme l'autre, et il passa aussi toute la nuit à descendre le seau dans le puits et à le remonter, sans réussir à amener jamais une seule goutte d'eau. Lui aussi garda le silence sur sa mésaventure. Avant le départ de Nédélec pour aller voir son père, sa femme avait glissé dans sa poche, à son insu, son anneau de mariage qui était orné d'un gros diamant. Un jour qu'il se trouva sans argent, car il dépensait beaucoup en plaisir avec ses amis, comme vous voyez, il n'a rien appris, il vendit l'anneau à un orfèvre de la ville. Sa femme le sut aussitôt grâce à son art magique, sans doute. Elle se rendit à la ville sous un déguisement et acheta l'anneau de l'orfèvre. Puis elle fit elle-même un gâteau,
avec de la farine de froment et du miel, y introduisit l'anneau et le donna ensuite au boulanger de Nédélec en lui recommandant de le lui faire servir à son repas. Ce qui fut fait. Quand Nédélec rompit le gâteau, il fut bien étonné d'y trouver un anneau. Il lui sembla le reconnaître, et il le passa à son doigt. Aussitôt, comme si un voile se fût déchiré dans sa tête, il retrouva la mémoire qu'il avait perdue depuis qu'il s'était laissé embrasser. Il se rappela tout ce qui s'était passé. Il courut à son château, se jeta aux pieds de sa femme, et lui demanda pardon, ce qu'il obtint facilement. Il y eut alors au château de Nédélec un grand festin de réjouissance, auquel furent invités tous les gens du pays, les pauvres comme les riches. Quant à Nédélec et sa merveilleuse épouse, ils vécurent heureux, ensemble, le reste de leurs jours. L'épouse de Nédélec, bien qu'elle ne soit jamais nommée, est magnifique. Elle est belle, forte, intelligente, pleine de ressources, aimante. À bien des égards, elle me rappelle les femmes de légende qui ont parsemé l'histoire de la Bretagne. Que ce soit Jeanne la Flamme, la douce Jeanne de France, la merveilleuse épouse de Yann V de Bretagne, ou l'épouse de Morvan, l'Esbraise, ou encore Jeannette de Clisson, la plus grande femme pirate de l'Europe médiévale, nous, les Bretons, avons profondément aimé et respecté nos Bretonnes, et elles nous l'ont bien rendu. Nous nous retrouvons mercredi dans 2 semaines, et je vous conterai un autre grand classique du conte breton, La Sirène et l'Épervier. C'était le Marvailleur. Que Dieu vous garde et que la nuit vous soit favorable.